On peut peut-être aussi prendre autre chose. Quand Léonard de Vinci a commencé à travailler à l'anatomie, quand il a commencé en fait à regarder à l'intérieur du corps, il commençait à regarder, il utilisait en fait des facultés qui étaient assez nouvelles pour l'humanité. La faculté de voir derrière la peau finalement. C'est un peu comme le petit bébé, enfin le tout petit qui commence un peu à marcher, ou même juste un petit peu avant la marche. Quand on joue au jeu de coucou, cache-cache, vous savez, le bébé, quand il ne voit pas, il croit qu'il n'est pas vu. C'est parce qu'il a des facultés encore peu éveillées par rapport à ça. Et en fait, c'est passionnant de voir qu'à un certain moment, à force de jouer à cache-cache, à force de jouer à coucou, un jour, le bébé sait que même quand il se cache les yeux, en fait, il est toujours là et les autres le voient, même si lui ne voit pas. Ça fait pas. C'est aussi une autre image, c'est-à-dire que on n'a pas toujours, on n'a pas toujours en main tout pour connaître tout. Moi, par exemple, si vous me mettez devant un problème de mathématiques simple, ça va. Si vous me mettez devant un problème de mathématiques compliqué, ça va plus. J'ai pas les facultés. Alors certainement, je pourrais les acquérir à force de travailler. Pour le moment, je les ai pas, mais je sais que ça existe. Et c'est pas parce que quand je vois des immenses calculs, moi je n'y comprends rien, que je peux affirmer que ça ne veut rien dire. Et on peut dire que l'homme, depuis la Renaissance, en fait, et de plus en plus, est allé disséquer, travailler le plus loin possible la matière jusqu'au plus profond, jusqu'à l'ADN, etc. Et qu'il a fait des découvertes extraordinaires. Et tout ça aussi, c'est de l'invisible d'une certaine manière. Et toute la question, c'est on a réussi à... L'humanité dans son ensemble a réussi à développer une pensée technique et technologique extraordinaire, appliquée à justement tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel et de tout ce qui peut être sensible. Et on peut très bien imaginer que quand on voit par exemple une plante pousser, et c'était la grande découverte de Goethe par exemple, dans son jardin botanique à Palerme, que les plantes poussent toutes d'une certaine manière, que quand on applique le regard au vivant, en fait on découvre ce que disait un peu Alain Fréby tout à l'heure par rapport au tableau, c'est-à-dire qu'on découvre aussi qu'il y a des processus vivants, ceux-là ne sont pas visibles, mais n'empêche qu'ils existent. Et développer une pensée qui s'applique au vivant comme elle s'applique au non-vivant, c'est ça, il me semble, ce que veut dire Steiner dans la phrase que vous avez citée tout à l'heure. Et je crois que quand on parle souvent de phénoménologie ou de goethéanisme en rapport avec l'anthroposophie, parce que Rudolf Steiner s'est beaucoup appuyé sur les travaux scientifiques de Goethe, justement, qui était un poète avant tout, mais qui était justement un poète scientifique, et qui a découvert quand même des choses qu'on a oubliées aussi depuis, mais n'empêche qu'il y a une œuvre scientifique de Goethe très intéressante sur laquelle qui ouvre un tout petit peu la porte justement à cette possibilité d'envisager la science aussi au-delà de l'infiniment matériel. Et en réalité, c'est extrêmement intéressant, je trouve, d'entendre par exemple des astrophysiciens parler quand ils vont au-delà du plus petit imaginable, ils finissent par se retrouver dans la métaphysique d'un certain point de vue. Oui, avec la physique quantique. Voilà, par exemple. Ouais. Donc on arrive exactement par un autre bout au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a derrière l'apparence des choses, il y a quelque chose qui est, comme disait Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers, etc., etc. Le symbolisme, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut percevoir, est aussi tout simplement symbole de quelque chose qu'on ne voit pas forcément avec les yeux, mais qu'on peut aussi apprendre à voir avec la pensée, tout simplement, sans faire de mysticisme. En apprenant à penser. Et en fait, c'est ça toute l'idée de l'anthroposophie, à mon avis. En tout cas, c'est une très bonne partie de ça. C'est que c'est un chemin de pensée, c'est un chemin de connaissance, et c'est un chemin scientifique de connaissance de ce qui est suprasensible, c'est-à-dire au-delà du sensible.
Ce qui est d'autant plus intéressant dans ce que vous dites, et je vais essayer de reprendre avec mes propres termes, si j'entends bien, c'est que l'homme, par le côté pratique, scientifique, a appris à décortiquer, à analyser, à observer selon un regard, je dirais, matériel, concret. Et de l'autre côté, avec ce que nous disait Alain Fréby, il y a ce sens de l'esprit méditatif, j'aurais tendance à dire, que pour comprendre les choses dans un sens global, il n'est pas forcément nécessaire de décortiquer, qu'il y a juste à se laisser envahir par ce que dégage la toile, notamment, ou peut-être un paysage, une nature, qu'importe ce que l'on regarde, c'est d'être ce que l'on regarde. Oui, enfin c'est un aspect, mais n'empêche que moi je pense quand même que c'est un exercice de pensée et que le chemin de connaissance proposé par l'anthroposophie n'est pas du tout quelque chose qui agit par capillarité. Si on fait pas d'efforts, on n'y arrive pas non plus. Hein. C'est comme pour apprendre les maths. Donc il faut Je prends toujours ça parce que c'est ce que j'ai le plus de mal à faire. Donc aller au-delà des sens, c'est bien ce que vous voulez oui, dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des choses. Ce qu'a décrit Alain tout à l'heure, on pourrait dire, c'est l'expérience artistique immédiate. Elle est très importante, elle est immanente, elle a toujours été vécue par l'homme et elle est essentielle, on pourrait dire, dans la rencontre créative avec les choses, que ce soit avec la terre, avec les autres qu'on rencontre, avec les enfants, avec tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que il s'agit bien pour l'homme actuel, pour l'homme du XXIe siècle, d'apprendre d'être le plus exact possible dans sa pensée et de pas enfin là je m'inscris contre ce qu'on pourrait appeler le courant New Age où voilà tout est il suffit de se laisser bercer, il suffit de se laisser faire, il suffit de laisser faire les énergies, etc. Moi personnellement je suis pas du tout dans ce courant là. Je vous en prie Isabelle, si vous pouviez développer un petit peu, et je pense que ça fera écho à ce que vous avez dit juste précédemment, mais en étayant un petit peu plus la manière dont vous voyez la chose. Je veux dire que justement, par exemple, enfin, je veux rien dire contre le salon Marjolaine, hein, c'est pas, il est très intéressant aussi, et j'y suis allée plusieurs fois et j'y ai vécu des choses intéressantes. Mais je suis toujours extrêmement gênée d'avoir, quand j'ai le sentiment que on me propose des choses qui vont me guérir, qu'il suffit de faire ça et puis je vais être moi. Il y a toujours quelque chose d'un peu égoïste. Tu vas aller mieux, tu vas être, ah oui, alors effectivement, on peut mettre des cristaux comme ci et puis ça va empêcher telle onde d'agir, je ne sais quoi. Enfin, on voit des tas de trucs comme ça. Moi, je crois à l'effort humain. Je pense que c'est à nous de travailler. On a reçu enfin, cette parole du chef indien, Camille, tu me diras si c'est faux ce que je dis. C'est un chef indien qui disait, c'est archi connu cette phrase, la terre ne... C'est pas vous qui léguez la terre à vos enfants, ce sont vos enfants qui vous la prêtent ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Enfin, L'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est qu'on a une responsabilité, en fait. Et on a une responsabilité et qu'on doit faire, on doit agir, on doit apprendre à connaître, surtout, pour devenir de plus en plus conscient de ce qu'on fait. Oui. La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Voilà, c'est ça. Je crois que dans ce que je voulais dire là, c'est on a des efforts à faire pour que après nous les choses aillent mieux et pas juste pour nous maintenant. Et ce qui me gêne un peu dans ce qu'on appelle un peu le courant New Age, c'est que ça tourne beaucoup autour du confort personnel et de sauvegarder sa propre manière de vivre, etc., etc. Est-ce que ça serait pas aussi une manière de pouvoir apporter à l'être humain des parties de lui qui seraient manquantes ou oubliées, ces parties, ces facultés dont parle Rudolf Steiner et qui seraient absentes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ce que proposent notamment des salons comme celui de Marjolaine, c'est de pouvoir redécouvrir certaines choses qui sont de tout temps, mais qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté ou qui viennent d'inspiration amérindienne, peut-être d'Asie, qui ont toujours été là, mais que l'Européen, l'Occidental, n'a pas forcément envisagé ou découvert. Si, certainement, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, il y a
Pardon, il y a un aspect de redécouverte de choses ancestralement connues, d'une sagesse ancestrale, etc., qui est très importante. On pourrait dire aussi, quelque part, qu'en éducation, par exemple, si il suffirait d'éduquer comme ont éduqué nos arrière grands-parents, peut-être, qui éduquaient les enfants à la campagne, toutes les générations confondues, qui savaient très bien que le petit enfant il a à jouer et pas à apprendre à lire à 3 ans, qui savaient très bien tout un tas de choses par l'instinct. On pourrait dire ça suffit. Moi, je pense que ça suffit plus. La preuve, c'est que le monde en est arrivé là où il en est arrivé, c'est-à-dire que on ne peut pas faire comme si l'esprit humain n'avait pas formidablement travaillé justement sur les questions techniques et technologiques. On peut pas retourner en arrière. Il s'agit pas, dans ce que moi je perçois de l'anthroposophie, il s'agit en aucun cas de retourner vers un monde meilleur. Il s'agit d'aller vers un monde dynamique et de transformer le monde dans lequel on est en ce moment. Il ne s'agit pas de retourner nostalgiquement vers... alors, ça ne remet absolument pas... Ce que je dis là ne remet absolument pas en cause la validité de toutes ces choses que vous avez citées avant, aucunement. Je pense qu'elles étaient tout à fait à leur place, qu'il y a encore certainement des tas de lieux où elles sont à leur place, qu'il y a aussi sûrement des tas de gens pour qui c'est important. Moi, je parle que de moi, là. Je ne mets pas de jugement de valeur sur quoi que ce soit. Ouais. Je dis simplement que moi, en tant que personne qui s'occupe d'éducation, j'essaye de travailler vers le futur et de ne pas prendre appui sur une nostalgie d'un ancien bien-être qu'on aurait à retrouver. D'accord. Est-ce que vous avez des commentaires, les deux hommes, par rapport à ce que vient de dire Isabelle Albert-Dupin ? C'est très bien dit, mais je pense que c'est extrêmement important de dire que l'anthroposophie ne nous amène pas vers une fuite, ni dans un passé tellement lointain, un paradis terrestre, par exemple, ni complètement la technologie. On vit dans le monde aussi, il faut avancer, mais il faut savoir aussi qu'il y a ces deux polarités, si on peut dire comme ça. C'est une polarité qui nous amène vers un paradis terrestre qui n'existera pas, et de l'autre côté, vers une illusion technologique. Donc la force de l'homme aujourd'hui est celui d'être capable de s'allonger, si on peut dire comme ça. S'allonger, être à la fois tiré vers le haut, vers une certaine spiritualité, et à la fois ne pas tomber vers le bas, vers la matérialité, vers tout ce qui est mécanique, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est ça. Donc, et ça, il faut avoir de la force pour être capable de s'allonger, en quelque sorte, grandir. Et ça, je pense que tous les écrits de Steiner nous aident à s'allonger, si on peut dire comme ça. Voilà. Moi, je le vis comme de cette manière-là. Et je peux ajouter aussi que les agriculteurs ne sont pas des gens qui ont envie de partir à la campagne et rester isolés, et ne plus et faire le petit oignon, voilà, et couper du monde. Non, c'est une agriculture qui est valable aujourd'hui, et elle est absolument la seule qui est capable, enfin, moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que sera la seule capable de réellement de résoudre le problème alimentaire dans le monde. Parce que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le tiers-monde avec les grandes multinationales et avec les grandes cultures conventionnelles, ça n'amènera pas de la santé dans ce moment. Donc il faut être clair là-dessus qu'il faut travailler, il faut développer cette agriculture biodynamique, qui d'ailleurs est déjà extrêmement développée. Il est déjà dans plus de 60 pays. Il y a plus d'1 million d'hectares sur toute la surface du globe qui est cultivée en biodynamie. Voilà. De cette manière. Alain Fréby, vous avez peut-être un commentaire à ajouter sur ce que nous a dit Isabelle Albert-Dupin et Elio Pettinaroli ? Assurément, oui, parce que c'est certainement aussi une des caractéristiques de l'anthroposophie, et d'autres philosophies d'ailleurs, mais en tout cas pour celle-ci, c'est de pouvoir être totalement indépendant et libre. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que mes amis viennent de dire. Je pense que
Et notamment lorsque vous évoquez cette espèce d'allongement entre les deux opposés, d'une certaine façon, je trouve que c'est une traduction personnelle de ce que vient de dire Isabelle Ablard-Dupin. Je me rapproche beaucoup plus de sa pensée, et notamment par exemple en médecine, on le voit, la médecine est véritablement posée comme un élargissement de l'art de guérir. C'est-à-dire que c'est d'abord la médecine universitaire, avec tout le génie de la connaissance contemporaine, et Isabelle l'a vraiment très très bien montré avec toute... On peut pas faire l'impasse sur l'histoire de l'humanité qui nous amène justement à ces connaissances extraordinaires de la matière, avec toutes les possibilités tant médicales que les autres. Isabelle évoquait par exemple l'astrophysique, où moi je trouve absolument fabuleux de pouvoir envoyer des sondes de planète en planète et de ramener des images fabuleuses, etc., en médecine aussi. Donc il y a là quelque chose qui appartient véritablement à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'homme, et ça c'est une base essentielle. La proposition est d'amener ce que Rudolf Steiner appelle élargissement de l'art de guérir. Ça veut dire aussi qu'il prend pour base que la médecine est un art. Et j'ai été réjoui d'ailleurs il y a peu d'entendre à la radio un patron qui évoquait cet aspect-là. C'est dommage, j'ai oublié son nom. Je me suis dit cet homme est tout à fait étonnant parce que il n'était pas le seul. J'ai vu aussi un autre article, je crois, d'un sociologue dans Le Monde qui évoquait cette... c'est dommage, je ne saurais plus citer mes sources là, mais bon... dans des grands médias, j'ai entendu ces deux interventions-là, tout à fait étonnantes. En fait, on commence à voir des hommes qui à nouveau évoquent le fait que la médecine puisse être un art. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont eux-mêmes émerveillés devant l'extraordinaire évolution de la médecine contemporaine, qui explose, on pourrait dire en gros, depuis le début du XXe siècle, avec la découverte des antibiotiques, corticoïdes, des techniques, la découverte des rayons X depuis Marie Curie, des rayonnements et du coup toutes les techniques diagnostiques, puis un peu plus tard l'échographie, enfin, etc. C'est vraiment fabuleux comme évolution. Et ça, c'est une base et une connaissance de la matière qui n'a jamais existé et qui est vraiment essentielle. Par contre, on peut se dire, tiens, lorsque je donne un médicament, on a vraiment parfaitement étudié comment ce médicament, en tant que molécule, allait fonctionner dans la biochimie, par exemple, d'une cellule et l'empêcher, par exemple, de se développer pour une bactérie. Mais curieusement, il y a des effets secondaires. Donc on peut se dire, il manque un élément de connaissance, dire est-ce que l'homme n'est que assemblage moléculaire, complexe, extraordinaire, qu'on connaît merveilleusement bien. Est-ce qu'il n'est que ça ? L'expérience montre que non. Et l'anthroposophie, là aussi, ou les propositions de Rudolf Steiner, proposent d'aller encore un peu plus loin dans cette connaissance-là. C'est-à-dire d'élargir, exactement de la façon dont l'évoquait Isabelle juste avant, en son domaine, élargir en quelque sorte la connaissance, poursuivre dans le monde invisible ou irrationnel avec la même exigence qu'apporte la connaissance scientifique, quoi. Voilà, je le dirais comme ça. Et à cela, on est quand même très très attaché. C'est-à-dire que là aussi, c'est une médecine, c'est le complément de la médecine contemporaine. On oserait le dire comme ça. Et en partant aussi de ce point de départ que la médecine est un art aussi. Et là, on le voit, guérir. Si les techniques étaient si radicales, si efficaces, cela marcherait à chaque fois qu'on a diagnostiqué tel type de bactéries, etc. C'est vrai, on le voit avec les antibiotiques, le diagnostic est fait, et là c'est vraiment remarquable. Mais il y a d'autres pathologies auxquelles on a un accès beaucoup plus difficile, précisément par exemple la pathologie cancéreuse. Alors, on peut se dire, bien sûr, pour l'instant on est limité, de la même façon qu'on était limité lorsqu'on en était qu'au début de la pénicilline, par exemple vis-à-vis des bactéries. Certes, mais en même temps il y a tous les médecins, lorsque j'ai fait mes études, j'ai été émerveillé aussi de voir ça à travers les patrons en CHU, c'est que devant la maladie, devant la mort, il s'opère quelque chose de plus que la simple approche diagnostique et l'efficacité thérapeutique. Et c'est là qu'on touche à quelque chose qui a à voir avec un art. Je le dirais de la même façon, et là peut-être Isabelle aura l'occasion d'en parler, par exemple relativement à la pédagogie aussi. Il y a
Mais ça, bon, je laisserai les pédagogues évoquer cet aspect. Et je pense que vous avez de toute façon une certaine pédagogie à avoir vis-à-vis de vos malades. Assurément. Mais nous allons y revenir. J'aimerais juste conclure, du moins en partie, par rapport à l'agriculture. À l'heure actuelle, il est difficile d'être cultivateur. Le métier est difficile. Comment envisager que demain, on puisse à nouveau changer notre état d'esprit, la manière d'envisager, de restructurer l'agriculture, quand on voit qu'il est si difficile, c'est un métier très difficile d'être agriculteur. Comment demain peut-on espérer voir l'agriculture changer quand il y a tant d'agriculteurs qui, du jour au lendemain, laissent tomber leur exploitation parce qu'ils sont surendettés ou qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? Oui, ça c'est la grande question. Il n'y a pas d'autre solution que de se rattacher aux consommateurs. Donc la force de l'agriculture biodynamique, ce sera les consommateurs. C'est-à-dire, il faut absolument que moi, je suis le seul représentant des consommateurs dans le domaine des instances de la biodynamie. J'espère de ne pas être le seul. En tous les cas, je travaille pour que ce pôle, parce que là aussi, on retrouve toujours cette tripartition, le pôle consommateur, pôle neurosensoriel, pôle producteur, les agriculteurs, pôle rythmique, tout ce qui fait le commerce, tout ce qui fait la logistique et les transports. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes choses dans tous les domaines. Donc, ce sera la création, je l'espère en tous les cas, d'une filière biodynamique d'émetteurs. Ça, on est en train de travailler là-dessus, savoir quelles sont les solutions pour pouvoir relier les consommateurs aux producteurs comme s'il s'agissait d'un seul et unique être vivant. C'est-à-dire, nous sommes à la fois producteurs et consommateurs d'une certaine manière. Donc, mon intérêt n'est pas différent de l'autre. C'est-à-dire, nous sommes reliés. Chacun fait une tâche comme producteur, travaille dans son domaine d'activité. L'agriculteur doit produire la nourriture. Très bien. Et donc, moi, consommateur, je dois reconnaître que l'agriculteur fait bien son travail et donc il doit le démontrer. Il doit être certifié par les cahiers des charges d'émetteurs. Et ensuite, on trouvera la manière de pouvoir distribuer ces produits dans des lieux bien identifiés qui eux aussi accepteront une certaine démarche, un certain cahier des charges, la signature de certaines, disons, l'engagement sur certaines valeurs, des valeurs communes justement qui feront en sorte que on travaillera comme si nous étions tous ensemble un seul et unique être vivant. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut créer une réelle santé, une réelle prospérité pour tout le monde. Santé pour le consommateur, prospérité pour l'agriculteur. C'est dans cet échange, c'était la grande force aussi de l'enseignement qu'il y a derrière Steiner. C'était probablement l'ancêtre du commerce équitable, si on peut dire comme ça. C'était le fait d'avoir cette tripartition et d'être un seul être et de relier les uns aux autres. Est-ce que excusez-moi, Elio Pettinaroli, est-ce que le prix des aliments, des produits qu'on achète, dès le moment où ils sont cultivés d'après l'agriculture biodynamique, sont plus chers ou pas? Ils sont légèrement plus chers encore maintenant, au prix dans les magasins, ouais. Mais pas toujours. Il y en a souvent qui sont encore moins chers que de l'agriculture conventionnelle. Pourquoi? Parce que maintenant, l'agriculture conventionnelle va avoir des coûts de plus en plus élevés de transport, logistique, tout ça, coût des intrants, c'est-à-dire de tous les engrais, tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés, toutes les machines. Donc, c'est-à-dire le coût de production de l'agriculture conventionnelle va devenir de plus en plus élevé, même directement. Sans compter, bien évidemment, tout le problème sanitaire, le problème des dégâts dans l'eau, disons les pollutions dans l'eau.
parce qu'en passant, on l'a pas dit tout à l'heure, mais tout ce qui est engrais chimiques ne fertilise pas la terre, fertilise que l'eau, en quelque sorte, c'est-à-dire imprègne que l'eau, et donc une fois que l'engrais est dissous dans l'eau, il s'en va. Donc forcément, tout est importé dans les nappes phréatiques. Donc un jour ou l'autre, on ne pourra plus boire de l'eau dans nos contrées. Et donc ça, ce sera un coût aussi à prendre en considération dans le calcul que tout le monde devrait faire chaque fois qu'il achète quelque chose dans un supermarché ordinaire. Il devrait ajouter aussi la part d'impôts locaux après qui devrait être considérée. Oui, bien sûr, ça rentrerait en ligne de compte pour pouvoir évacuer. Et le coût de l'agriculture biodynamique, alors en comparaison de l'agriculture conventionnelle, il est beaucoup moindre, j'imagine. Il y aura plus de travail. Il y a plus de travail, un peu plus de travail pour l'instant. Le coût de la main-d'œuvre est un peu élevé, mais aussi il y a l'avantage aussi qu'il pourrait faire travailler plus de monde. Et donc il faudrait résorber aussi un certain chômage. Donc l'un dans l'autre, moi je pense que c'est pas plus cher. Est-ce que vous pensez qu'il serait aussi nécessaire de changer des a priori concernant le métier d'agriculteur ? Ah ben absolument. Non seulement l'agriculteur aujourd'hui, l'agriculteur biodynamique n'est pas un exploitant agricole. L'agriculteur biodynamique aujourd'hui est un médecin de la terre, comme a été dit tout à l'heure. Il est un artiste. Il est capable de jouer. Il faut de l'art. Il faut des capacités artistiques pour faire vivre ensemble toutes ces espèces, vous voyez, sur sa ferme. Donc c'est une réévaluation en quelque sorte du métier d'agriculteur. Ce n'est pas comme maintenant dans l'agriculture conventionnelle, c'est plutôt un chef d'atelier. C'est la terre-usine. Par contre, en biodynamie, elle devient tout à fait partie intégrante de la terre. Il doit travailler avec tous les êtres vivants. On pourrait en parler encore longuement, quelles sont les actions, quels sont les êtres élémentaires éventuellement, avec derrière, il y a encore plein de choses qu'on pourrait approfondir. Mais ce qui est important, c'est que l'agriculteur biodynamique devient un vrai artiste, devient médecin de la terre, ça fait plaisir être agriculteur en ce moment-là. C'est valorisant. Moi, je trouve que ça devait être valorisant. Et c'est pour cette raison que les consommateurs doivent consommer en priorité les produits Déméter pour reconnaître ce travail qui est fait, non seulement pour leur propre santé, mais pour la santé de la terre. Et il faut absolument arriver à régénérer la terre. Qu'est-ce qui, d'après vous, limite l'achat par les consommateurs de produits, je dirais, qui auraient été gérés par l'agriculture biodynamique? C'est parce qu'on ne peut pas la trouver partout, parce qu'il y en a encore trop peu en France. Encore une fois, vous remettez donc l'accent sur une certaine fainéantise, un certain laisser-aller, je dirais, de la part du consommateur? Non, je pense... Non, on ne peut pas dire ça. Enfin, il y a sûrement des personnes qui achètent ce qu'ils trouvent à côté de chez eux. Tout le monde n'est pas comme moi qui va effectivement les chercher là où ils se trouvent. Mais disons, c'est que aussi il n'y a pas beaucoup de production biodynamique, donc ne peut pas être trouvé partout. Et en plus, s'adapte un peu mal à
la grande distribution, au formatage. Oui, oui. Donc, on ne fera pas des tomates carrées pour économiser du transport, choses comme ça. Disons que on laisse faire la nature faire, et donc on doit prendre les fruits, les légumes tels qu'ils sont, et il faut les consommer comme ça. Et s'ils mûrissent une semaine plus tard, et on les consommera une semaine plus tard. D'accord. Et s'il n'y en a pas cette semaine de tomates, on ne mangera pas de tomates. Alors, je vais formuler ma question autrement. Vous avez donc découvert l'enseignement et la philosophie de Rudolf Steiner, ce qui vous a donné envie d'agir dans un certain sens. D'après vous, qu'est-ce qui manque au consommateur lambda pour s'intéresser à consommer différemment? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, si on peut dire qu'il y a un manque? Si vous avez du jour au lendemain changé votre manière de manger, de consommer, qu'est-ce qui pourrait susciter la même chose chez les consommateurs lambda? Moi, c'était une prise de conscience. C'était une prise de conscience justement de l'évolution de la dégénérescence de l'être humain qui était en train de physiquement là maintenant il y a des problèmes de santé énormes. Il en va de la survie de l'humanité, mais aussi la survie de la Terre elle-même, avec toute la pollution qui existe à tous les domaines. Donc aujourd'hui, il faut absolument se lancer à tête baissée pour essayer de faire marche arrière et de en quelque sorte de faire face à tous les problèmes qui ont été créés depuis 200 ans. Ça a été une nécessité. On n'est pas là pour dire que c'est pas bien le progrès. Non, c'était une nécessité, une évolution. Il fallait que l'humanité avance d'une certaine manière. Mais maintenant, avancer trop vite dans un sens, ça devient négatif. Donc, il faut absolument trouver la parade pour retourner sur le juste chemin. Donc, au fond, il faut toujours trouver la bonne mesure, le bon chemin, le bon équilibre dans toute chose. Et là maintenant, il est temps de réagir parce que tous ceux qui peuvent le faire doivent le faire, parce qu'il y a une certaine inertie qui est encore en cours. Donc on aura encore pour plusieurs années de cette tendance actuelle. Donc il faut absolument que au plus vite, beaucoup plus de gens s'engagent à faire marche arrière un tout petit peu, ou tirer le bateau vers une autre direction. Voilà. Est-ce que ça vous a semblé difficile de changer de direction comme vous l'avez fait? Est-ce que du jour au lendemain de changer ses habitudes, ça a été difficile? Oui. Moi, moi, on dit toujours que je suis extrêmement têtu, donc lorsqu'une fois que je décide, après je le fais et j'avance, j'ai aucun problème. Mais il faut acquérir une certaine force, une force intérieure, une force morale, et c'est grâce aux enseignements de Steiner que j'ai pu renforcer cette force intérieure. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que les éléments qui donnent pas des solutions faites. Il n'y a pas quelque chose de très 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 spécifique. Faites ceci, cela, et après ça. Non, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut mettre un budget, plusieurs années probablement de travail acharné. Travaille que sur soi-même. Donc vous dites travail sur soi pour avoir cette force intérieure. Oui. Je dois en comprendre que vous avez subi certainement des critiques de par vos amis, votre famille peut-être? Non. Ils vous ont compris totalement, et est-ce qu'ils ont abondé dans votre sens? Est-ce qu'ils vous ont suivi peut-être? Je prêche nulle part, jamais. Je fais pas de prosélytisme. Non. Non, j'ai aucun problème. Bien souvent, maintenant, on vient vers moi comprendre comment ça se fait que
toutes ces avancées et tout ça, mais non, je n'ai pas eu de critique. D'accord, vous êtes plus sujet à curiosité, on vous pose des questions, on cherche à se renseigner. Ouais, on se demande pourquoi. D'accord. Donc ce soir, nous parlons de l'anthroposophie, manière, philosophie, manière donc de voir la vie, philosophie de Rudolf Steiner, homme du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Et donc 3 invités pour aborder les différents domaines. Rudolf Steiner a su développer concrètement une manière d'appliquer, à savoir la médecine, l'agriculture et l'éducation. Nous avons commencé par ce début d'émission par l'agriculture. Et chose qui était dite hors antenne par Alain Fréby, c'est que le vin de l'agriculture biologique est assez réputé. N'est-ce pas? Donc à croire que le vin ou le champagne pratiqué selon donc un respect de l'entité qu'est la terre en fait ressortir toute la générosité à travers le vin. C'est vrai. Le sang. Et les grands restaurateurs, ils sont très très sensibles, qu'ils vont justement faire leur marché pour les légumes, etc., volontiers justement sur des étals de biodynamie, et qui, quant au vin, sont tout à fait étonnés de retrouver des parfums de terroir absolument étonnants, qui ont été auparavant dans cette finesse-là, perdus, standardisés on pourrait dire par une culture uniforme et standardisée. Avec la biodynamie, on arrive à redonner sur des parcelles très étroites, notamment certaines parcelles de Bourgogne, par exemple, qui sont très très étroites, et là les amateurs de vin s'y apprécieront, oui. Justement parce qu'on va retrouver des parfums exquis de Romanée Conti et autres grands vins, quoi. En Bordeaux, pareil. Enfin, il y a vraiment une percée extraordinaire, une demande extraordinaire des viticulteurs des différents grands terroirs français. Par rapport au domaine de l'agriculture, de l'alimentation, par rapport à tout ce que a pu nous dire Elio Pettinaroli, comment vous-même, Isabelle et vous-même Alain, ou même Camille, comment est-ce que vous envisagez votre rapport à la nourriture? Moi, je dois dire, je dirais comme ça, j'ai pas d'état d'âme. C'est-à-dire que, bon, il est vrai que, c'est vrai, je vais faire attention globalement. Puis, en tant que médecin, on est assez éveillé quant à éviter, par exemple, la consommation de charcuterie, donc de graisse animale en quantité, d'éléments sucrés en quantité, etc. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui fait que d'emblée, on va tomber. Il y a effectivement une certaine conscience par rapport à l'organisation de la nourriture, à la nutrition, à l'aspect tout simplement nutritif et à la répartition des différents éléments au cours du repas. Bon, voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit comme ça, mais sans être absolument et systématiquement, radicalement attaché à aller acheter de la biodynamie. Comme le disait notre ami Monsieur Pettinaroli, déjà on ne la trouve pas forcément partout. En certains endroits, elle est quand même incontestablement plus chère. Ça, faut quand même dire. Si, quand même, je pense, on est obligé de dire qu'il y a un budget qui est quand même différent. Qu'on ne trouve pas tout, on ne trouve pas tous les éléments. Par contre, où je rejoindrais vraiment, c'est plutôt qu'un problème individuel de ma santé, ma propre santé. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un problème de conscience. Et cela, ça m'apparaît fondamental de pouvoir aider en fait les agriculteurs qui travaillent en biodynamie, comme ceux qui travaillent en biologie, de la même façon qu'il me semble tout à fait essentiel et fondamental d'aider le commerce équitable, etc. Donc ça s'inscrit plutôt dans une vision beaucoup plus générale, en fait, des éléments sociaux qui ont été évoqués juste avant. Et ça m'apparaît très très important. On peut dire globalement face au lobby. Et l'agriculture en est un, considérable. On n'entrera pas dans des considérations sur ce qu'est la FNSEA, enfin, etc. Mais en tant que citoyen, je considère, à partir des lectures, tout simplement, des différents médias, je pense à des journaux comme Le Monde ou d'autres encore, quels que soient d'ailleurs, on peut quand même avoir une idée que là, on a beaucoup plus affaire à des industriels de la terre qu'à véritablement des gens qui ont un sens de la terre, avec ce magnifique mot de paysan, par exemple, qui est devenu presque une insulte, quoi.
alors qu'il y a ce sens du pays, il y a ce sens de la terre véritablement, quoi. Ça m'apparaît extrêmement important à être soutenu, et aussi bien pour nos terres de France que des terres beaucoup plus éloignées, par exemple notamment les cultures tropicales de fruits tropicaux, etc., quoi. Donc ma position serait plutôt là, à cet endroit-là, quant à ma stratégie alimentaire, quoi. D'accord, j'entends bien. Pour vous, Isabelle Ablard-Dupin, ainsi que votre fille, la manière dont vous envisagez votre relation à la nourriture? Bon, c'est à peu près pareil. En gros, c'est la même chose que ce que vient de dire Alain Fréby. Je pense que, enfin, pour moi, c'est une question. Tout ça, c'est des questions politiques au sens large. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire dans tout ce que je fais, c'est que tout ce que je fais soit, s'inscrive dans un acte culturel, politique global, qui va dans le sens justement d'essayer d'avoir le plus conscience possible, par exemple, de qui a produit quoi, comment c'est venu jusqu'à moi, etc., etc. Et puis, moi, je suis comme tout un chacun, je pense. Il y a des moments où j'ai plus ou moins envie de faire des efforts. Et quand j'ai pas envie de faire des efforts, ben j'en fais pas. Non, c'est beau, vous revendiquez, je suis humaine, j'ai des défauts. Mais oui, parce que je crois qu'on est vraiment tous comme ça. Et donc, moi, en tout cas, je fais pas une religion de la nourriture. Je fais d'ailleurs une religion de rien du tout, personnellement. Mais je pense que ce qui est important, c'est pour moi, quand je fais mes courses, par exemple, c'est toujours de me dire, derrière ce produit que j'achète, il y a un homme qui a fait quelque chose. Pour moi, ça, c'est l'essentiel. Et par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants en 6e sur les questions d'économie globale. On a parlé des climats et de la géographie du monde, et on a parlé à ce moment-là d'économie globale. Et pour moi, c'était extrêmement important de faire avec eux tout le chemin par exemple, d'un ballon de football, ou bien tout le chemin d'une clémentine, ou bien tout le chemin de... Et je pense que c'est des choses comme ça. Et alors, quand je peux... quand mon porte-monnaie le permet, parce que moi, je trouve quand même que c'est cher, je vais toujours privilégier le fait d'acheter des produits dont je peux voir que leur trajectoire est une trajectoire que je peux suivre. Donc, dans ce sens-là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alain Fréby, c'est-à-dire que il s'agit on pourrait dire d'une certaine manière, quand j'absorbe une nourriture, de me dire que c'est en même temps, d'une certaine manière, un acte social. C'est-à-dire que j'absorbe la nourriture qui est venue jusqu'à moi grâce au travail de quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps-là, moi, je fais un travail pour quelqu'un d'autre, etc. C'est aussi une question de fraternité dans le domaine économique, justement, et dans le domaine de la production. Et moi, j'admire beaucoup les gens qui travaillent dans leur vie quotidienne à régénérer la terre. Et donc, j'ai envie de les soutenir dans ce sens-là. Mais j'ai plutôt envie de les soutenir dans le sens de régénérer la terre que de penser je vais être moins malade parce que je mange ci ou ça, si vous voulez. Vous voyez, parce que je pense aussi, et ça, j'ai assez foi dans les capacités de transformation de l'être humain pour penser que... Parce que, bien évidemment, si un homme du XVIIe siècle avalait du jour au lendemain tout ce qu'on mange comme poison, il serait mort très rapidement, certainement. Il y a une grande chance. Il y a des chances, hein. Ouais. Mais nous, on n'est pas morts. Ça veut dire qu'on a des capacités de transformation, on a des capacités aussi de transformer les poisons qu'on absorbe à travers notre organisme. Enfin là, je ne veux pas empiéter sur le domaine du médecin, il saurait dire ça sûrement mieux que moi. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça aussi. Par contre, oui, je suis sûre qu'il faut régénérer la terre, je suis sûre qu'il faut faire attention à un tas de choses. Et dans ce sens-là, pour moi, l'acte de faire les courses, c'est plutôt ça. Alors, Isabelle, voilà. vous avez mis l'accent sur l'importance que vous accordez à la traçabilité de vos aliments. Qu'en est-il aussi de la viande ? Est-ce que l'histoire de la vache folle a eu un impact sur vous quatre, j'entends ?
Est-ce que ça, depuis longtemps, vous aviez conscience que le fait qu'une vache mange des substances carnées n'était pas bon pour elle, donc pour vous? Bah ça c'est une évidence. Alors là, ça fait partie des choses. Excusez-moi Oui. Isabelle, je permets de Oui. dire ça parce que notamment le 13 janvier 1923, Voilà, c'est ce que j'allais dire. au cours d'une conférence à Dornach en Suisse, Rudolf Steiner émettait déjà le scénario suivant. Je cite, « Si le bœuf devait avoir une alimentation carnée, cela aurait pour conséquence de produire chez lui de l'urate, lequel irait à son cerveau et entraînerait des troubles neurologiques graves. » Alors, est-ce que déjà, avant que cette histoire explose au grand jour, vous aviez l'habitude ou pas de faire attention aux sources dont pouvait provenir la viande que vous achetiez? Moi, on mange peu de viande, donc... oui, oui, mais surtout, ce qui m'intéresse moi dans l'histoire, c'est que, vous voyez, là, on est typiquement dans un exemple qui montre comment Steiner travaillait avec le vivant et la connaissance justement. On peut dire qui, à l'époque, penserait qu'un jour les hommes seraient assez fous pour donner des protéines animales à des vaches? Certainement personne en 1923. Pourtant, justement par sa logique de pensée scientifique. De connaissances humaines, Steiner a fait des projections en fait de connaissances qui lui ont fait dire attention, si un jour on fait ça, voilà ce qui va se passer. Et si on prend, c'est juste un exemple pour dire que on peut faire ce chemin-là tout seul en fait. C'est pas parce que Steiner l'a dit qu'on le reconnaît. On peut faire ce chemin-là tout seul. C'est justement le fameux effort qu'il faut faire pour essayer de comprendre, de connaître ce qu'on est en train de faire. Et alors, en ce qui concerne la vache folle, moi, je peux simplement dire que ça fait des années et des années que je mange pas de bœuf, donc j'ai pas tout simplement parce que j'aime pas la viande rouge, donc j'ai peu de problèmes avec le bœuf. Mais je crois que savoir que le saumon est traité pareil, et le saumon est très à la mode maintenant. Donc là, par exemple, je fais attention parce que je trouve que à partir du moment où on sait quelque chose, où on en a vraiment conscience, ça serait quand même idiot de se mettre exprès des bâtons dans les roues à soi-même ou de faire de manger des choses dont on sait parfaitement que c'est du poison pur, quoi. Donc là, je peux dire oui, c'est des choses où je fais attention, où j'ai toujours fait attention. Puis quand mes enfants étaient petits, j'ai toujours essayé de leur permettre, dans leurs toutes premières années, de manger en fait des choses simples qui leur permettaient d'abord d'apprendre à connaître tous les goûts, en particulier les céréales, les légumes, et de savoir avoir aussi du plaisir à manger des choses qui sont pas faciles entre guillemets, parce que c'est aussi à travers la diversité qu'on apprend la tolérance. Là aussi, pour moi, c'est un peu un acte politique, même dans l'éducation du goût, en fait. Mais on n'a jamais non plus été, par exemple, strictement végétarien ou des choses comme ça, parce que, moi, je me méfie de tout ce qui est strict. D'accord, on a pu le remarquer. C'est peut-être pas plus mal. Alors donc vous, Isabelle Ablard-Dupin, vous avez été enseignante. Oui. Maintenant, vous êtes à la Fédération des écoles Steiner. Comment est-ce que vous aviez eu connaissance, et je pose exactement la même question qu'Ayo Pettinaroli, de Rudolf Steiner, et pourquoi vous êtes-vous dirigé vers l'enseignement? Voilà, là c'est une longue histoire. Si vous avez du temps, je vous la raconte. Bah, ça tombe bien. Alors je vais partir très loin en arrière. Mhm. Je vais partir il y a 40 ans, un petit peu plus que 40 ans même. J'étais une élève, j'étais à l'école publique à Versailles, dans une école de filles, parce qu'à l'époque c'était des écoles de filles. Et j'étais une élève qu'on appelle, on va dire, douée. Hein. Et alors, mes professeurs n'avaient qu'une hâte, c'était de me faire sauter une classe. Donc j'étais déjà rentrée très jeune au CP, j'avais pas tout à fait 6 ans. Et puis je m'ennuyais en fait en classe pas mal. Et puis au bout d'un an, 2 ans, on voulait absolument me faire sauter une classe. Et tout en apprenant facilement, je m'ennuyais beaucoup en classe. Et ma mère a eu l'idée
avait justement sans doute un instinct et puis aussi une réflexion qui a fait qu'elle s'est dit, il faut que je trouve un lieu où non seulement on la pousse pas dans ce qu'elle sait faire, mais où on lui permette d'apprendre à faire ce qu'elle ne sait pas faire. Et elle a cherché, et elle est tombée, par hasard ou non, à travers une amie, sur une école qui venait d'ouvrir pas très longtemps avant, qui s'appelait l'école Perceval à Chatou. Et dans cette école, on pratiquait depuis l'année 1957 la pédagogie Steiner. On était en 62, donc vous voyez, ça faisait 5 ans que l'école existait. Et alors, elle m'a amenée là. Enfin, elle a d'abord fait connaissance avec cette école, et puis ensuite elle m'a amenée là. Et elle m'a dit, voilà, je pense que ça serait bien pour toi d'aller là, parce que tu pourrais apprendre d'autres choses que tu sais pas faire, et puis tu t'ennuierais certainement moins, etc. Puis moi, je voulais pas du tout y aller, parce que peut-être que quelquefois on sait que des choses sont bonnes pour soi, mais qu'on n'a pas toujours envie de le faire. Et donc, je voulais pas du tout. Je voulais rentrer dans une école de bonnes sœurs, parce que je trouvais que c'était bien, les voiles bleus et tout ça, ça me plaisait bien. Et puis je voyais les filles autour de moi qui avaient des uniformes bleus, je trouvais ça très chic. Et donc je voulais rentrer dans une école de bonnes sœurs, donc je voulais pas du tout aller là. Et alors ma mère m'avait dit à ce moment-là, bon bah écoute, tu vas essayer un trimestre, et si vraiment au bout d'un trimestre tu peux pas, et ben écoute, tu iras dans ton école, je sais plus quoi, Notre-Dame, ou je sais plus comment elle s'appelait. Donc j'ai accepté. De toute façon, je crois que j'avais guère le choix, et vu que j'avais 8 ans. Et je l'ai fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors que j'y allais vraiment à reculons, je suis arrivée, je me souviens parfaitement bien, le jour de la rentrée, donc en septembre 62, le jour de la rentrée, et j'ai vu, en arrivant, j'ai franchi le portail de l'école, et j'ai vu sur un balcon, sur une grande terrasse, au premier étage, plein d'enfants qui levaient les bras, et qui avaient l'air tout joyeux, et qui disaient bonjour à tous les gens qui passaient. Et ma mère m'a dit, bah tiens, regarde, c'est ta classe. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose en moi, enfant de 7 ans, presque 8 ans, qui s'est dit, oui, c'est ça, c'est là que je veux aller. Et j'avais eu le sentiment, alors que j'avais vraiment un sentiment de gris, de blouse grise et de gris dans mon école primaire, là j'ai eu un sentiment de lumière et de quelque chose de coloré en fait, de jaune d'or. Et donc voilà, j'ai poursuivi comme ça quelques années dans cette école, 5 ans. Et puis ensuite je suis allée donc jusqu'à l'équivalent de 4e, qu'on appelait à ce moment-là 8e classe. Et puis après, je suis rentrée dans un lycée. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que je suis rentrée dans ce lycée. C'était, à l'époque, j'habitais Versailles. Et là aussi, le lycée, c'était un lycée de filles. Il n'y avait pas de lycée mixte à Versailles encore. Et alors, moi, je venais d'une école mixte, du coup, et je voulais pas retourner. C'était pour moi un traumatisme, l'idée de retourner dans un lycée de filles. Et donc, j'ai eu une dérogation pour entrer dans un lycée à Saint-Cyr-l'École, qui était un lycée mixte, et où j'ai pu rentrer, en fait, facilement, grâce à mon niveau de langue étrangère, parce que le proviseur avait regardé mes bulletins et s'était rendu compte que mon niveau de langue étrangère dépassait largement, voire de manière étonnante, la moyenne. Et alors si je dis ça, c'est pas parce que c'était moi, c'est parce que c'était la force de l'école à l'époque. Et que donc, ça m'a permis de rentrer donc dans ce lycée où j'ai passé aussi de très bonnes années. Et puis quand même, arrivé en fin de première, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être invitée, en fait, dans une école Steiner en Allemagne, et pour passer une année. Et c'était l'année de 12e classe ou terminale. Donc là, j'ai décidé de tout lâcher mon lycée et de partir passer une année en Allemagne. Et je peux dire d'une certaine manière que c'est là que c'est décidé pour moi ce que j'avais déjà plus ou moins déjà pensé en tant qu'enfant, c'est-à-dire que j'étais passée d'un système où je m'ennuyais tellement à un système où j'avais tellement de choses à apprendre que je voulais faire pareil après.
devenir enseignante. Et puis mon passage au lycée et mon repassage dans une école Steiner-Waldorf après en Allemagne m'a fait penser que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire, d'enseignante dans le cadre de cette pédagogie-là. Pas forcément dans une école, mais à partir de cette pédagogie-là. Et donc, très naturellement, après mon bac, j'ai fait des études universitaires. Et puis, en fait, l'idée était déjà pour moi que je faisais des études pour pouvoir devenir professeur dans une école Steiner au départ. Et puis, pour après, mon idée ayant toujours été aussi que ce soit pas seulement pour rester à l'intérieur d'une école Steiner, mais pour faire en sorte que cette idée d'école Steiner puisse grandir dans l'ensemble du système éducatif, parce que pour être passé comme ça 3 fois en fait de l'un à l'autre, pour moi le plus important c'est les ponts. Donc voilà comment je suis devenue. Donc on peut dire quelque part je suis tombée dedans quand j'étais petite. Apparemment, assurément. Et donc je peux pas dire à un moment tout d'un coup j'ai découvert. Non, pour moi c'était un chemin parfaitement tracé. Non, enfin non, on peut pas dire tracé parce que c'était un vrai choix, mais c'était disons que ça a fait partie de ma vie très très tôt. Hein. Et j'ai cette chance, je pense, d'avoir aussi vécu en tant qu'enfant à l'intérieur de l'école Steiner, et donc d'en connaître aussi les limites pour certaines choses, et donc de pouvoir aussi avoir un œil peut-être... je veux pas dire les limites, c'est pas juste de dire ça, mais d'en connaître aussi ce qui peut en faire les faiblesses, comme partout. Hein, et donc d'avoir aussi peut-être un œil qui permet de... Critique pour améliorer. Oui, de faire des propositions, disons, de travailler en tout cas à partir... C'est le cas d'ailleurs de tous les anciens élèves qui deviennent professeurs. Tous les anciens élèves, en gros, qui deviennent professeurs ont des tas d'idées pour rénover des tas de choses, en fait, c'est normal. Parce qu'on a pu vivre de l'intérieur aussi. C'est comme, vous savez, c'est comme dans une famille, on pense aussi toujours qu'on va pouvoir élever mieux ses enfants qu'on a été élevés soi-même. Est-ce que c'est le cas? C'est pas sûr. Hein. Donc vis-à-vis de cette baignade, où vous avez été mis à l'âge de 8 ans, vous avez été à même donc d'approfondir, de vivre ce qu'était l'éducation Steiner, donc de l'intérieur. Par la suite, pour avoir été du privé, donc à travers les écoles Steiner, au public, et encore l'inverse, du public au privé, vous avez pu voir, comme vous venez de le dire, les lacunes aussi bien du public que du privé à travers les écoles Steiner. Vous passez les... Excusez-moi, mais pour moi, c'est pas une question de public ou de privé. D'abord, il y a une question d'éducation. C'est une question de mode de pédagogie. Parce qu'il y a des écoles Steiner qui sont publiques dans certains pays. Donc c'est pas les écoles Steiner en France sont privées, mais c'est pas l'idée n'est pas que ça doit y être des écoles privées. Donc pour moi c'est pas la question privé-public, la guerre privé-public pour moi elle est tout à fait dépassée. J'entends bien ce que vous voulez dire. J'entendais par le privé le fait que l'école Steiner est différente, du moins en France à l'heure actuelle, des autres écoles. Et elles sont payantes. Les écoles Steiner sont payantes, oui, malheureusement. D'accord. Elles sont malheureusement payantes parce que, je dirais, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les produits Déméter, c'est-à-dire que, en réalité, je pense que certainement, si tout le monde faisait de l'agriculture biodynamique, l'agriculture finirait par coûter moins cher, les produits finiraient par coûter moins cher, parce que l'ensemble des moyens de production, etc., serait différent. On a fait le calcul. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui connaît les chiffres bien par cœur, mais évidemment, un élève d'école, là, d'une manière générale, d'école privée coûte moins cher qu'un élève d'école publique, parce que les moyens financiers qui sont mis à disposition sont moindres. Les moyens humains sont plus importants, par contre. Mais ça, c'est délibéré dans l'école Steiner que les moyens humains soient plus importants. De même que ça a été dit pour l'agriculture biodynamique tout à l'heure. Il y a plus de travail pour le professeur, plus de travail pour l'agriculteur biodynamique. Il y a certainement plus de retombées aussi, de plaisir au travail. Donc, alors pour dire, donc les écoles Steiner ont un coût bien évidemment parce qu'il faut bien qu'elles fonctionnent, il faut bien que les professeurs soient payés et encore. Ils donnent plus que ce qu'ils peuvent toucher en fonction de leur temps. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on va dire que dans quand même une bonne moitié des écoles Steiner en France, les professeurs sont au SMIC, voire à la limite.
Donc, et avec un plan de carrière un peu, pour le moins, bouché. Alors, il y a 2000 écoles Steiner à travers le monde. Non, Peut-être un peu plus. 875. 875. Oui. Ah, j'ai mes chiffres qui seraient faux. Oui, là je connais pas beaucoup de chiffres, mais ceux-là. Dans le monde, hein, j'ai Oui, entendu non, 2000 dans le monde. non, Vous me dites Mais 875. je sais pourquoi vous dites ça. Vous confondez école et jardin d'enfants, je pense. Ah, je ne sais pas, mais je vois marqué école Steiner. Maintenant, Oui, non. effectivement, peut-être qu'il est bon de faire une différence entre... Je vous fais une petite analyse. Oui, je vous en prie. Il y a donc ce qu'on appelle les écoles Steiner et Oui. ce qu'on appelle les jardins d'enfants ou écoles maternelles. Les jardins d'enfants, il y en a effectivement beaucoup plus que d'écoles. Les écoles sont des écoles qui ont, en général, enfin, disons pour une bonne partie, vont du CP à la terminale ou de ce qu'on appelle en Allemagne première à 12e classe. Mhm. Avec quelquefois une 13e classe dans certains pays pour passer l'équivalent du bac aussi. C'est le cas en Allemagne presque partout. Dans quelques autres pays aussi. Et puis il y a la pédagogie Steiner est aussi pratiquée dans les jardins d'enfants et elle est aussi pratiquée dans la pédagogie curative dans ce qu'on appelle l'éducation spécialisée en fait. Et là il y a aussi énormément d'écoles pour enfants handicapés ou en très grande difficulté. Handicapé moteur ou et psychologique. Les deux. Les deux, oui. Ouais. Et là, il y a aussi beaucoup mais elles sont pas comptabilisées dans les écoles Steiner parce qu'en fait, elles se rattachent au mouvement de la pédagogie curative de l'éducation spécialisée, qui n'est pas le même mouvement. D'accord, Et donc, moi, je peux pas en parler parce que je le connais pratiquement pas. j'entends bien, ouais. Je connais un peu comme ça par contact. Mhm, mhm. Puis aussi parce que j'ai quelques connaissances qui travaillent dedans, mais je ne veux pas en parler de l'intérieur. D'accord. Combien y a-t-il donc d'écoles Steiner en France alors? Alors en France, ben voilà, ça c'est une bonne question aussi. Il y a, on va dire, 5 grandes écoles. Alors quand on dit grandes écoles, c'est des écoles qui ont primaire, jardin d'enfants, primaire, collège et lycée. Jusqu'au bac, donc. Donc 4 écoles ont un lycée. Une seule va jusqu'au bac, celle de Chatou. Les autres s'arrêtent en fin de 12e, qui est équivalent de la première, et puis préfèrent pour des questions aussi tout simplement de spécialisation, parce qu'il faudrait avoir énormément d'élèves pour pouvoir passer les différentes spécialités du bac. Ils préfèrent envoyer les élèves passer leur bac en terminale dans des lycées classiques. Et puis il y a pas mal il y a une école, donc les 5... enfin, les 4 grandes écoles qui ont donc tout ça, c'est 2 écoles dans la région parisienne, à Verrières et à Chatou, et 2 écoles en Alsace, à Strasbourg et à Colmar. Il y en a une qui vient d'ouvrir une classe de seconde dans un projet très particulier qui est de lier l'école à l'entreprise, qui est près d'Avignon. Donc ça, c'est une école qui est en train de grandir et qui a pas mal d'élèves aussi. D'accord. Puis il y a une école à Lyon qui va aussi jusqu'à la fin du collège. Et puis, à part ça, il y a surtout des petites structures d'écoles primaires, voire un petit peu au-delà, empiétant un petit peu sur le collège, mais qui ne vont pas au-delà. Et pour les écoles spécialisées, au nombre de combien environ? Eh ben ça, je peux pas vous le dire, parce que D'accord, j'en sais vous rien. ne savez pas plus que ça. C'est déjà pas mal, excusez-moi.